Welcome to today's session. Je m'appelle Anthony Boateng, and I'm the moderator for this session. The session is entitled The Drive of Public-Private Partnership by African Think Tanks. And the program will take around 2 hours and is divided in 2 sessions. The first session will have a panel discussion, and the panel discussion would discuss and think through the challenges, obstacles, and perspectives surrounding the partnership between the private sector and the African think tanks. So we'll have some panelists to share some ideas, and we will open the floor for some comments, your views, and then we'll have a short break where you'll be invited to see the stands provided by the think tanks. We'll come back with a few discussions on the stands, about 20 minutes, and then we'll finish off with presentations, 4 main presentations. And the presentations will be looking at the development of national champions in competitive industries and the attractions of FDI. So how we can drive the emergence process in terms of inclusivity, guaranteeing sustainability of the process. So this will be the last session. And then we will have some discussions and we'll be done. So you would appreciate we have a very packed program for 2 hours. So I will appeal to you to be very succinct in your comments or your questions. Thank you. We'll start off by inviting Professor Abdoulaye Diane, the Executive Director for CRES, to give us some opening remarks. Thank you. Merci beaucoup, Anthony. Je voudrais juste remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus prendre part à cette session parallèle qui donne l'opportunité aux think tanks africains de donner un point de vue sur les différentes questions ou certaines questions qui ont été abordées au cours de cette conférence sur l'émergence économique, le secteur privé et l'inclusivité. Je pense que nous devons saluer l'initiative qui a été prise d'associer les think tanks à cet événement. Parce que depuis, je peux dire, des décennies, nous, en tant que think tank, essayons de travailler avec les décideurs du secteur privé, du secteur public et aussi avec les organisations de la société civile pour que les recherches qui sont menées en Afrique par les Africains puissent être utilisées dans le processus de prise de décision, puisse être utilisé aussi pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et je pense que c'est un chemin long, assez difficile, mais qui a connu quelques progrès. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'il en est réellement des relations entre le secteur public et le privé et la recherche africaine, si je peux dire, d'une manière générale, en particulier la recherche conduite par les think tanks.
Je pense que nous avons là beaucoup de défis à relever et cette rencontre nous permettra certainement d'identifier des voies et moyens, des stratégies qui, à l'avenir, pourront être suivies pour que nous puissions atteindre de meilleurs résultats en termes de partenariat entre les think tanks, les entreprises qui sont actives dans le secteur privé. Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées au cours de ces 2 jours de discussion. On voit très clairement que bien souvent, les décideurs publics n'ont pas toujours la bonne réponse et les entreprises aussi qui posent ces problèmes, ces questions, n'ont pas aussi une solution toute faite à présenter aux autorités qui prennent en compte les différentes dimensions qu'un décideur public doit regarder avant de faire un choix. Je crois qu'il y a là une opportunité pour que les chercheurs jouent davantage leur rôle, qu'on comprenne que l'émergence, il faut investir, il faut créer des emplois, mais comment investir, où créer des emplois, comment gérer tout ce processus, comment prioriser. Je crois que les réponses, c'est ici, dans nos pays, qu'on va les trouver et non pas de l'extérieur. Si nous comprenons bien que nous avons besoin de champions dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, nous avons besoin de champions pour la formation, nous avons aussi besoin de champions en matière de recherche, une recherche endogène qui permette de trouver des solutions aux problèmes locaux, aux problèmes nationaux, aux problèmes régionaux auxquels nous sommes confrontés. Et nous sommes convaincus qu'avec la contribution de toutes celles qui sont présentes aujourd'hui et tous ceux qui sont présents, nous pourrons progresser dans cette voie. Merci à tous ceux qui sont venus de très loin, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, nos amis plus proches du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, que j'en ai oublié certains. Mais merci d'être venus prendre part à cette rencontre. Merci. Thank you very much, Prof. Without wasting much time, I'd like to invite the panelists to come and take their seat. I'll start off with Dr. Diarra Ibrahim, the ED for CIRIS in La Côte d'Ivoire, Professor Felix Asante, ED for ISA in Ghana, Dr. Ibrahim Ahad from IPA, Senegal, Mr. Mansour Kama, President du Kines, Mr. Victor Ndiaye, President du Cabinet Performances Group, Mr. Bathily, Director General and founder of the La Thierry de Béger. Okay, shall we give them a round of applause, please, because they have a good job to do. Okay, good morning, gentlemen. I think we will do some justice to the topic. And I just want us to have 5 minutes opening remarks from you in terms of the topic, but just to set the scene,
There has been a lot said over the the last 2 days, regarding the private sector being the engine of growth and leading the emergence agenda. And also there is the think tank industry, which is the knowledge broker, which also has the convening power and is an independent organization or institution that can bring both players, the private sector and the public sector, together to think through and tease out the inhibiting factors of achieving this goal. So as we look through the challenges, with this partnership, I want you to touch on the main issues that are the inhibiting factors that do not allow these two entities to come together to help achieve the common goal. So this is it. And I want to start off with Professor Ibrahim from CERES. Merci, Monsieur le modérateur. Vous m'excuserez pour ma voix. Je suis Dr Diarra Ibrahim, directeur du Centre ivoirien de recherche économique et sociale en Côte d'Ivoire, qui est un centre de l'université Félix Houphouët-Boigny, qui travaille sur des questions à la fois économiques et naturellement sur des questions sociales. Initialement, je pense qu'on aura l'occasion donc de se présenter pour parler donc des enjeux et des défis qui nous attendent. Il est important de dire que cette collaboration entre les think tanks et le secteur privé devra résoudre le problème donc de la crédibilité et même de la performance de nos institutions. Parce que les think tanks devraient pouvoir aider dans la formulation de politiques, devraient pouvoir permettre d'orienter. Et je pense que pour le secteur privé, mettre des actions sur la base d'études préalablement réalisées ou de recherches préalablement réalisées permettrait d'atteindre, on va dire, les objectifs qu'on s'est assignés. L'autre élément qu'on peut indiquer, c'est aussi cette collaboration-là doit permettre de mettre en exergue la crédibilité des think tanks. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une chose est de mener des recherches, mais c'est quelle est, on va dire, l'utilisation qui est faite donc de ces différentes recherches-là. Mais dans la conduite de nos activités, il y a des obstacles. Et je vais en identifier 3, ou peut-être même 4. Le premier problème, ou le premier obstacle que nous avons qui reste commun à nos institutions de recherche, c'est le financement. Il y a véritablement des difficultés à mobiliser des ressources. Et à la fois des ressources publiques, mais aussi des ressources privées. Alors moi, je suis un centre de recherche, je dirais, public, avec une certaine spécificité, c'est que je suis un centre de recherche universitaire qui mène des études et qui contracte avec des structures partenaires, ce que n'ont pas la capacité ou la chance cette chance que n'ont pas, par exemple, les unités ou les facultés dans nos universités. Ça, c'est vraiment un avantage qui permet que le CIRES soit en avant-garde de la recherche dans notre pays et peut-être même au-delà. Le deuxième élément, c'est que même quand nous menons des recherches, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est souvent pas des recherches qui sont accessibles à tout le monde.
on reste toujours, excusez-moi du terme, dans nos tours d'ivoire, comme certains aiment à le dire, ou dans nos bulles, et on a l'impression que ne peuvent comprendre ces recherches-là que ceux qui sont initiés ou ceux qui sont dans le domaine de la recherche. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de faire en sorte que ces recherches-là soient de plus en plus accessibles et dans un langage qui soit compris par tout le monde. Et ça, des 10 ans donc, de direction à la tête de cette institution, je me suis rendu compte que beaucoup de nos collègues ont des lacunes en termes de formulation de politique, mais surtout de formulation de politique opérationnelle. Parce que vous entendez dire que les résultats des recherches sont dans les tiroirs, mais c'est clair que si vous donnez 5 ou 10 pages de résolution à un ministre qui lui doit décider dans les jours, dans les minutes ou heures qui suivent, naturellement, il n'a pas suffisamment de temps pour y réfléchir. Et puis, il y a un autre problème qui est peut-être lié spécifiquement à ma structure, comme je l'ai dit, qui est quand même une structure de l'État, c'est la question liée à l'indépendance. Qu'est-ce qu'une structure comme le CIRES affilié, dont la plupart des salaires, sinon on va dire les salaires des fonctionnaires qui y travaillent, est payé par l'État, peut avoir, quelle est cette indépendance qu'elle a, de pouvoir soulever des questions assez sensibles et de pouvoir les adresser au grand jour, comme le ferait plus facilement une entité privée. Alors, nous sommes effectivement confrontés à ce type de difficultés, mais rassurez-vous, nous essayons, autant que faire se peut, de sortir les résultats pour faire en sorte qu'on se rende compte des difficultés que tout un chacun a, mais surtout de voir comment on améliore les choses. Voilà. Et j'ai coutume de dire, il ne faut pas nous voir comme des gens qui viennent verser du sable dans la tiéké comme on s'exprime chez nous, mais c'est surtout de nous voir comme des accompagnateurs, des personnes qui permettent de mieux identifier les problèmes et d'aider à les résoudre parce que nous sommes dans le même bateau. Alors, en termes d'éléments, d'obstacles que je pouvais indiquer, ce sont ces éléments-là. Et je pense que ce que nous gagnerons à faire, peut-être en termes de perspective, parce qu'on ne peut pas balayer tout en 5 minutes, c'est de dire qu'il faut mettre en place une plateforme. Une plateforme qui va réunir à la fois les décideurs, les personnes donc du secteur privé, mais les think tanks, pour partager les résultats de nos réflexions, mais surtout de capter également les besoins en matière d'études. Et nous, déjà, au niveau du CIRES, nous avons ce que nous appelons les séminaires mensuels, où c'est l'occasion d'inviter tous ceux qui viennent de l'administration publique, privée, et nous leur demandons effectivement de réagir sur ce que nous faisons pour nous permettre d'être beaucoup plus proches de la réalité dans le cadre des recherches que nous menons. Donc, de ce point de vue, nous pensons que si nous devons améliorer la collaboration entre le secteur privé, c'est vraiment important qu'il y ait une plateforme qui nous permette effectivement de le faire. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire d'entrée sur la question. Thank you very much, Dr. Ibrahim. That's very insightful. I think you have raised some issues here, good challenges. I hope we'll find time to see if we can have some pathway to success from these. I'll move on to Professor Felix. 5 minutes. Yeah, thank you very much. I'm from the Institute of Statistical, Social, and Economic Research of the University of Ghana. It's a research-based think tank. Just like Ceres, we are part of the university. The role of private sector in think tanks is becoming very important, and one of the reasons why we have to move towards the private sector is the traditional sources of funding
is becoming very, very difficult to access. But if we want to go to the private sector, we need to also understand what the private sector is about. For a private sector to give its money to a think tank, we should have in mind that it is part of their profit. Okay, so in effect, what are we going to give to the private sector? And that is where we, the think tanks, we need to reorient ourselves. Because for private sector money, it's not free money. It's not like money coming from Gates Foundation or Rockefeller. They also have to benefit. So first we need to understand who that private sector is. And there are different types of private sectors. The challenge that we are going to have, which even with the traditional donor funds we go through, is one private sector will not be happy to provide funds to a think tank whilst the think tank is receiving another funds. So for instance, if two banks decide to give a think tank money, how are you going to make sure that the output reflects the objectives of the two banks? So what we are going what is going to happen is we might have to change our strategy and we have to be focused. So if we go with private sector A, then it means we have to make sure that the research output will also try and satisfy private sector A. But for a think tank, just dealing with one private sector might not be enough to run your think tank. And I think that is where we have to be very, very innovative and make sure that what we put on the plate in terms of our strategic plan should be able to take on more than one private sector. So this will call for maybe a little specialization. So if you want to work with the banks, you have to try and identify the needs of the banks so that your research output can also support the banks. Issues of integrity has to be deepened when we decide to work with the private sector. Because for a typical private sector, they are accountable to their shareholders. And we are going to receive money that the shareholders are going to agree to give to us. So in addition to we being accountable to the public as a think tank, we are also going to be accountable to the shareholder of the private sector. These are going to be real issues that we need to confront ourselves with. It's also going to increase the work of think tanks because it will be just an issue of coming out with a research output to feed policy, but research outputs that address policy concerns in addition to helping address the private sector, increase its production, and in addition to trying to satisfy the general public who is a client and also satisfying the stakeholders of the private sector. So issues of integrity is going to be very, very paramount if we are going in that. This doesn't mean that think tanks are not transparent or we don't have integrity. We have it, but now we are adding another layer because of the private sector business. Now, mobilizing the funds, it's not going to be very, very easy. Even with the traditional sources, it's not very easy. Currently, if you are a think tank and you have even 3 donor sources, let's say you have Gates Foundation, you have Rockefeller, you have IDRC, that means you are going to produce 3 reports because they all have their funding requirements. Now, when you bring in the private sector, you also need to understand their reporting mechanism. And there, so for instance, if you are dealing with, let's say, Standard Chartered, you have the country Standard Chartered, and it also has an overall. What is going to be the relationship? And these, for good money, we'll have to have broader discussions. And these are some of the challenges that we are going to have. And then even coming to the research, are we going to continue the type of research that we are currently doing, where our main target is to influence policy or influence government decisions? I think when we move into private sector, the orientation might change. We might also have to have it in mind that we have to help build that private sector. And that is where
our relevance now becomes very difficult as a think tank. Maybe I'll end here, and other issues will come, so I don't take all the issues from my other panel members. Thank you very much. Okay, thank you very much, Professor Felix. Thank you. I'll move on to Dr. Ibrahima for your views. Merci Anthony. Moi je m'appelle Ibrahima Hadj, je suis le directeur de recherche de l'IPAR, un think tank basé à Dakar, mais qui travaille sur l'Afrique de l'Ouest. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui pour discuter des questions de relations entre think tank et secteur privé. Je vais aborder la question suivant, disons, 7 points, 3 enjeux, 4 obstacles, et je termine par 2 perspectives. Sur les enjeux des relations entre think tank et secteur privé, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un terrain pour collaborer, puisqu'il existe un gap en termes de recherche. Le secteur privé, disons, veut savoir où investir, comment investir, quelles sont les tendances, par exemple, de l'économie, quels sont les principaux partenaires, surtout si c'est un secteur privé étranger qui arrive. Et ce type de connaissances peut être retrouvé en collaborant avec les think tanks. Deuxième enjeu qui peut permettre ces relations, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est la question du dialogue. Et les think tanks, en tant que convenants, peuvent permettre à ce que l'État, d'une part, le secteur privé, d'autre part, puissent se parler et puissent parler d'une même voix. Je crois que les 2 premiers jours de cette conférence ont montré la nécessité que les États et le secteur privé puissent dialoguer de manière continue afin d'arriver à des résultats. Le troisième enjeu qui me semble être extrêmement important, c'est l'enjeu de politique publique fondée sur des données probantes. Le secteur privé a besoin que les politiques soient fondées sur des données probantes, que les politiques ne soient pas seulement des politiques décidées sur la base, disons, sur des bases autres que sur des données. Et ça, une des sources de ces données probantes, ce sont les think tanks. Donc 3 enjeux qui peuvent être le soubassement d'une collaboration entre secteur privé et think tank. Du point de vue maintenant des obstacles, le premier obstacle apparent, c'est que le secteur privé et les think tanks n'évoluent pas dans les mêmes sphères. Le secteur privé, son moteur, c'est la recherche du profit, ce qui est excellent. Le think tank, par définition, est non-profit. Donc, 2 sphères totalement différentes, mais qui ne sont pas inconciliables. Mais c'est quand même un obstacle apparent qu'il faut tacler d'emblée. Deuxième obstacle, c'est la question de l'inclusion. La conférence a beaucoup insisté sur la question de l'inclusion. Or, le secteur privé peut ne pas être inclusif. Les modèles d'affaires, notamment dans le secteur dans lequel nous évoluons, dans le secteur agricole, le modèle d'affaires peut être un modèle inclusif, comme il peut être un modèle où, disons, on fonctionne totalement en régie sans ne pas penser, par exemple, aux petits producteurs. Et dans ce cas, si les think tanks travaillent sur cette question, ça peut ne pas aller dans le sens de l'intérêt de ce type de secteur privé. Troisième obstacle, c'est la question de la rente. Si le secteur privé n'est pas à la poursuite de profit, mais est à la poursuite de rente, rent seeking, cela peut être aussi un obstacle, puisque les think tanks, par définition, veulent l'intérêt public et vont aller dans le sens de chercher des informations qui n'arrangent pas ce type de secteur privé qui est dans la rente, pas dans les activités typiquement profitables. Et quatrième obstacle, c'est les obstacles liés à la perception et au risque de réputation. Perception, parce que le secteur privé peut percevoir les think tanks autres que ce qu'ils sont.
Les risques de réputation, c'est par rapport au think tank, je pense que mon collègue Diarra en a parlé tout à l'heure, c'est les questions de crédibilité, les questions de réputation sont extrêmement importantes et les think tanks doivent veiller à maintenir, à construire, mais aussi à maintenir cette réputation. Donc, 4 obstacles qui doivent être pris en charge si nous voulons que le secteur privé et les think tanks travaillent dans la main au profit, disons, de la transformation structurelle de nos économies. Je termine sur maintenant les perspectives. Qu'est-ce que nous devons faire? La première chose, mon collègue Diarra en a parlé tout à l'heure, c'est la nécessité d'exploiter ce rôle de conveneur des think tanks. Donc d'avoir une plateforme où secteur privé, think tank peuvent dialoguer, mais cette plateforme doit être élargie au secteur public globalement, parce que ce sont ces 3 entités qui ont intérêt à ce que les politiques soient fondées sur des données probantes, que les politiques soient fondées sur une collaboration, que les politiques soient fondées sur un consensus large. Donc, nécessité d'avoir une plateforme. Donc ça me semble être une perspective extrêmement importante. Deuxième perspective qui nous semble être importante aussi, au-delà du fait qu'il faille aller vers une plateforme, la deuxième perspective, c'est de réfléchir sur la question du financement. Mais réfléchir à la question du financement, non pas que le secteur privé finance les think tanks, mais que le secteur privé redéfinisse son approche de RSE. En pensant que le think tank, il est dans le domaine public. Il rend des services publics. Si le think tank, dans sa façon de faire, parvient à convaincre ceux qui financent le public, les think tanks pourraient apporter, disons, un apport réellement, disons, transformateur au secteur privé. Et je pense que ce travail-là devrait être fait aussi bien par les think tanks que par le secteur privé, parce que tout le monde y gagne dans ce cadre-là. Si, par exemple, ceux qui financent les think tanks se rendent compte que le secteur privé, les think tanks, le rôle qu'ils jouent en faisant avancer en faisant avancer la recherche, en mettant la recherche à la disposition du secteur privé, contribue aussi à faire évoluer nos sociétés. Je pense que cela contribuerait à renforcer davantage le rôle du secteur privé et du dialogue entre secteur privé et secteur privé. Donc voilà quelques éléments que je voudrais verser dans ce débat. Thank you very much. Thank you. Very, very insightful thoughts. Before I get to the private sector to hear your perspectives, I just want to summarize some of the thoughts that have come out. I think we have now realized that there is a deep need for some form of forum whereby the private sector and the think tanks could sit and then engage much deeply in terms of how they can collaborate. There is also the element of independence. One of the panelists mentioned that because some are attached to the public sector or public institutes, it's a bit difficult in a way to be deemed as independent in terms of the output that comes out. So that increases most probably their risk profile, their reputational risk is, exposed there. And then there was the funding aspect that if we want to see a sustainable partnership, then it's fueled by some form of funding. So that would mean that the partnership should generate some form of funding to help the entities to be sustainable. So by and large, this is the points that we have been, churning out. So looking at the private sector as existing to maximize your shareholders' wealth, this is your raison d'etre, your main point of existing. You tend to look more to profit
But then I want to touch on what Ibrahima ended on, that now there is a responsibility for the private sector to be part of the community where they operate. In doing so, their corporate social responsibility principles should be relevant in terms of the community to see why you exist in such a community and your relevance in those communities. And we think that is maybe a common ground you could have with the think tanks in terms of collaboration. So I want you to give us your perspectives from that angle. And I will start off with Mr. Batili. Did I mention it right? Perfect. Please. Yeah? Okay. Okay, please. Merci beaucoup, chers panélistes, chers mesdames et messieurs du public. Je pense que la question de mieux faire, trouver des synergies entre des entités qui, en tout cas, telles qu'elles sont définies aujourd'hui, sont indépendantes. Maintenant, on veut les rendre plus collaboratives. La question de la redéfinition, finalement, de chacune des entités, ça a été proposé. Est-ce qu'il ne faut pas redéfinir ce qu'est un think tank? Quel est son mandat, finalement? Est-ce qu'il ne peut pas avoir un mandat qui s'adresse aussi au secteur privé? Et donc, bon, comment est-ce qu'il va se transformer pour adresser mieux les besoins du secteur privé? Mais on peut se poser cette question par rapport à l'entreprise privée. Jusqu'où elle est privée? Ça, vraiment, une entreprise qui fournit de l'eau ou qui fournit de l'électricité, qui fournit de l'accès aux services financiers, qui fournit de la santé, qui fournit de l'éducation, une entreprise qui fournit l'alimentation de la population. Mais jusqu'où elle est privée? Jusqu'où ces parties prenantes sont seulement ses actionnaires? Ça, je crois qu'il faut se poser cette question. Finalement, on a, je pense, traditionnellement opposé le public au privé, et ça, il faut redéfinir sans doute cette séparation en mettant à jour ce qu'on sait aujourd'hui, en 2019. De mon point de vue, en tant qu'industriel, moi je dirige une entreprise industrielle qui a à peu près 300 employés, un millier d'agriculteurs à qui on achète du produit chaque jour, donc qui sont des quasi-employés, et qui fait beaucoup de valeur ajoutée parce qu'on achète un produit, une matière première locale, on la transforme, on la met sur le marché, et elle rentre en compétition avec des produits finis qui étaient importés, très largement importés. Donc moi je suis un industriel. Je pense que les perspectives de croissance de l'Afrique, c'est vrai qu'elles sont là. Moi, j'ai 45 ans. On est indépendant depuis 60 ans. Il n'y a pas beaucoup de grosses entreprises en Afrique. Des entreprises vraiment capables de donner 1 milliard pour la recherche. Parce qu'elles se disent, oui, ça c'est important. Il n'y en a pas beaucoup. C'est parce qu'il y a trop de pauvres. Ces entreprises-là, elles sont petites parce qu'elles n'ont pas de clients riches. Elles n'ont pas assez de clients riches. Donc le problème de la pauvreté, c'est le problème de la croissance future de ces entreprises. Elles doivent toutes avoir un agenda. Toute entreprise qui pense qu'elle va vivre 5 ans, 10 ans, une entreprise établie, elle doit avoir un agenda d'enrichissement des gens qui sont ses clients. Elle doit vraiment avoir cette vision. Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va croître de 5-6%. C'est pas ça les enjeux de la croissance en Afrique pour ces entreprises. C'est pas ça. On le sait tous. Donc, moi, je pense que maintenant, comment on s'organise pour pouvoir réfléchir comme ça? Quand même, si je reprends mon exemple, mais je pense que c'est généralisable. Les entreprises, les PME, même les grandes entreprises, elles sont focalisées sur leur chaîne de valeur. Elles ont vraiment, par définition, une analyse micro du monde, hein, de leur économie. Et pourtant, encore une fois, si on revient dans le contexte mondial, mais encore plus dans le contexte de l'Afrique, on est dans une transformation. Quel va être l'impact du numérique sur toutes nos économies? À quel point ça crée des challenges, des menaces pour des gens qui étaient établis, soi-disant? À quel point ça crée des opportunités d'accélération
incroyable pour des petites entreprises qui pourraient se transformer. Ça, pour bien le voir, il faut sortir de cette analyse micro de ce qu'on fait au jour le jour. Il faut être capable d'appréhender de manière écosystémique, non, l'économie. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Je pense donc que le think tank, entre autres, sont des organes qui permettent sans doute de réfléchir sérieusement avec les gens qu'il faut sur des questions qui peuvent être levées. Je veux être pragmatique peut-être. Okay, nous, voilà, on est en train de monter une filière au Sénégal. Encore une fois, je prends mon exemple comme cas. On monte une filière laitière. Bon. Pourquoi il n'y a pas assez de lait au Sénégal? Pourquoi on est obligé d'importer? Bon, sans doute il y a des aspects techniques. Il faut que les éleveurs soient formés, etc. Il faut mieux nourrir les vaches. Bon, très bien, on fait ça. Mais il y a des éléments plus larges. Il y a des éléments économiques, il y a des éléments liés à la réglementation locale, internationale. Il y a des éléments liés à la communication, au droit d'écrire ou pas certaines choses sur le paquet, sur l'emballage. Si on regarde ça sur le temps long, il y a des tendances peut-être climatiques ou il y a des tendances d'occupation du territoire. Bon, tout ça qu'il faut appréhender. Si on veut se mettre dans une perspective de croissance rapide, on est obligé d'intégrer ces éléments-là dans nos plans. Et on ne peut pas y réfléchir sérieusement parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas le temps qu'il faut, on n'a pas l'accès au type de compétences qu'il faut, on n'a pas l'accès au type de données, ces données ne sont pas enregistrées, etc. Et c'est frustrant parce que quand on va parler aux universités, on sent qu'on ne parle pas le même langage. Quand on va parler au gouvernement, on sent qu'on ne parle pas le même langage. C'est très rare, je ne m'inclus pas, hein, c'est très rare d'avoir. C'est très rare, c'est lié aux individus, mais c'est très rare d'avoir dans des entreprises ou dans l'administration publique ou dans la recherche des gens qui connaissent assez l'interlocuteur pour pouvoir engager une relation de qualité en fait. C'est très rare, les gens ne parlent pas le même langage et c'est normal. On dit non mais c'est normal, toi tu es du privé, non toi tu es du public, c'est normal. Mais c'est pas normal en fait. Voilà, donc mes recommandations, évidemment, s'il y en a, c'est moi je suis convaincu qu'il y a beaucoup à gagner dans les synergies, hein, la réflexion sur la façon dont on voit les différents organes qui opèrent pour développer nos économies. Voilà, je pense qu'il faut vraiment regarder ça et le mettre à jour. Et ça, je pense que les plateformes, etc., sont sans doute des lieux où on peut faire ça. Commencez par dire, bon, quel est le rôle de chacun ? Jusqu'où tu es légitime, jusqu'où je suis légitime, c'est bon. Je pense que ça, c'est nécessaire. Je pense que c'est même une priorité, en fait, dans le contexte de limite des ressources mondiales. Mais encore une fois, en Afrique, on a encore plus de problèmes de limite des ressources. Donc, il faut être plus efficace. Et comment on est plus efficace ? En travaillant mieux ensemble. Voilà. Donc, voilà mes contributions. Yeah. Thank you very much. Yeah, thank you very much. I think you have actually encouraged us to look deeper into what brings us more together than apart. So that is really good to know that. I'll move on to Mr. Victor Ndiaye, please. Thank you very much. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être dans ce panel. Quand j'avais été invité, j'étais extrêmement curieux, parce qu'à vrai dire, c'est un monde, les think tanks, que je connais très peu et que je respecte beaucoup. Et que je suis vraiment très curieux de connaître un peu plus. Parce que je considère que je dirige un think tank, mais un think tank privé. Et à vrai dire, les think tanks publics, je me suis toujours interrogé, c'est quoi exactement ? Je dirige un cabinet de conseil en stratégie, Performance Group, qui conseille, que j'ai créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, il y a 22-23 ans, qui conseille un peu partout en Afrique des gouvernements et des grandes entreprises dans leur stratégie de développement. Donc on a aidé à élaborer notamment des plans émergence pour différents pays et à les mettre en œuvre. Et également, on accompagne beaucoup de grands groupes dans les télécoms, dans les banques, dans différents secteurs. Notre métier au quotidien, effectivement, c'est
d'être payé par différents acteurs pour des réflexions. Alors, quand je dis réflexion, ce n'est pas tout à fait exact parce que c'est plus, je dirais, du think and du do act. Ce que les gens achètent, ce sont des solutions. Mais on se rend compte que toute cette matière première de solutions crée une base de savoir extraordinaire ensuite pour jouer un rôle de think. Et je dirais, j'ai toujours été très respectueux et curieux de ce monde un peu universitaire. Et j'en discute de temps en temps avec un ami, un collègue à moi, avec qui j'ai fait HEC Paris il y a une trentaine d'années. On est sortis ensemble. Moi, je suis allé faire du conseil en stratégie. Il est rentré dans le monde de la formation et aujourd'hui, c'est un grand professeur de stratégie. Il dirige, entre autres, Ababacar Mbengue, il s'appelle, un Sénégalais, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais il dirige la chaire de stratégie de l'université de Reims et il est en partenariat avec tout un tas de grandes universités américaines et autres dans le monde. Quand on discute, et on discute stratégie, j'ai fait 30 ans de pratique de stratégie, il a fait 30 ans d'académique de stratégie, je lui dis toujours, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même planète. Parce que tout ce que tu me dis est extrêmement intéressant, mais je ne vois aucun patron ou aucune entreprise l'acheter. À la limite, je vois très bien quelques très grands patrons lors d'un week-end relax à Davos entre 2 circuits de golf, venir t'écouter pendant 1 heure parce que tu leur rafraîchis l'esprit. Mais en dehors de ça, personne n'achètera parce que c'est trop aérien. Donc, il y a, je pense, un énorme besoin en termes de réflexion. Et l'Afrique, on a énormément de défis de réinvention pour lesquels on a besoin de cette réflexion. Bagoré et Bathily en parlaient tout à l'heure, les problèmes de la filière du lait, mais c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, nos systèmes éducatifs ne marchent pas. On le sait. Il faut qu'on réinvente notre éducation. Et c'est de la réinvention, ce n'est pas copier, ce n'est pas faire mieux. L'école dans laquelle c'est des murs, on sait que ça ne marche pas, que le cœur de ce qui se fera demain, c'est le numérique. Il faut qu'on réinvente nos systèmes éducatifs. On le fera aussi par de la réflexion en amont. On sait qu'il faut qu'on réinvente notre système de santé. Il ne marche pas, on le voit bien. On sait que la révolution que va entraîner l'économie du savoir mais est beaucoup plus importante que tout ce qu'on a vu dans la révolution industrielle. C'est d'une autre ampleur. On a besoin de réflexion et de solutions pour voir comment on va réinventer quelque chose. Donc, on a besoin de cette réflexion, mais on a besoin que cette réflexion soit ancrée et s'enrichisse d'abord de ce qui est en train de se faire, des succès, des échecs, des besoins, et permette de proposer de nouvelles idées. Je pense que ça suppose 2-3 choses. Premièrement, le financement doit venir du privé. Moi, je ne connais aucun État aujourd'hui, peut-être l'Afrique du Sud, peut-être quelques rares pays, qui sont capables de sortir beaucoup de moyens pour financer de la recherche publique. Alors, quand j'entends on est un think tank public, je m'interroge toujours, mais comment vous faites et qui vous finance? Nous, on adore travailler pour le secteur public parce que c'est un vrai besoin, mais on travaille beaucoup pour le secteur privé parce que c'est eux qui nous font vivre. Le secteur public, vous travaillez pour eux, c'est très intéressant, mais vous accumulez des arriérés, ils n'ont pas de budget, il faut qu'ils vous payent. Si ce n'est pas financé en partie par le secteur privé, vous avez du mal. Donc, produire quelque chose, c'est bon, mais à condition que vous ayez un client. Si ce que vous produisez n'a pas de client, vous avez un problème. Votre client, en partie, ce doit être le secteur privé parce que c'est eux qui sont capables de payer de la réflexion. Il se trouve que c'est comme ça. Deuxièmement, je pense qu'il faut avoir une vision du secteur privé un peu différente de ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on entend beaucoup secteur privé, vision à court terme, recherche de rente, etc. Il n'y a pas que ça. Les champions aujourd'hui privés recherchent autre chose et un de leurs grands soucis, c'est justement comment est-ce que, ensemble avec le secteur privé, on va réussir cette transformation de l'Afrique. Ils en ont besoin plus que tout le monde. Quand on parle de la transformation du système de l'éducation dont je parlais tout à l'heure, mais ce n'est pas un souci du secteur public seulement.
c'est un énorme souci du secteur privé, parce que le secteur privé a énormément de mal tout simplement à trouver les compétences dont ils ont besoin. Ils sont prêts à contribuer à cette réflexion. Donc, les enjeux dont on parle sont au cœur de la réflexion des grands acteurs du secteur privé, et il faut essayer de réorienter de plus en plus, je dirais, la contribution RSE des grandes entreprises vers le financement de sujets qui aident à tirer vers le haut la réflexion publique-privée et à créer une vision partagée des deux côtés sur ces grands axes de réinvention de l'Afrique. Troisième point, c'est que je pense que c'est indispensable d'avoir quelque part un pied dans le Conseil. Parce que la matière première de la réflexion vient de là. Quand je regarde aujourd'hui, peut-être les think tanks qui réussissent à avoir le plus de moyens, mais ils sont tous dans le Conseil. Le professeur Michael Porter, pour citer un nom connu dans la stratégie, qui sont parmi les influenceurs le plus dans les stratégies, professeurs à Harvard, etc., ils ont un cabinet de conseil, Monitor, dans lequel ils sont partenaires et dans lequel ils influencent beaucoup en termes d'idées. Et c'est ça qui leur permet régulièrement de faire des grands séminaires avec des grands patrons, avec des grands dirigeants dans le monde, d'être à Davos pour diffuser les résultats de leurs réflexions. Si vous n'avez pas un pied dans le conseil, il y aura du mal à être dans le concret et à apporter une vraie valeur ajoutée, parce que, comme je le dis, la matière première vient de là, et en même temps, les cabinets ont besoin aussi d'avoir des gens qui peuvent prendre du recul. Un de nos problèmes, c'est qu'on accumule énormément de savoir, mais qu'on a une logique de fonctionnement qui est qu'on est payé à l'heure. C'est ça les cabinets. Et souvent, on ne prend pas le temps de se dire on va consacrer X% du temps dans l'année à faire des choses qui sont de la contribution plus réflexion globale. On le fait de plus en plus. L'année dernière, pas l'année dernière, lors de la précédente conférence, notre groupe a publié par exemple Africa Emerging Insights, qui est de la réflexion pure avec de nouveaux concepts sur les problématiques d'émergence, qui sont un travail de recherche à partir de toute notre pratique que les consultants ont progressivement élaboré. Et nous sommes nous-mêmes en train de monter Performance Institute pour avoir un petit instrument à côté de l'instrument public, purement privé, un instrument qui prenne plus de recul et qui consacre plus de temps à partager le savoir accumulé. Et ça doit se faire en partenariat avec d'autres influenceurs. Une des raisons pour lesquelles vous avez besoin aussi de ce financement privé et de moyens, c'est que pour apporter la vraie valeur ajoutée, il faut être capable de rassembler les meilleurs talents. La vraie richesse, c'est le savoir. Le savoir, c'est les talents. Les cabinets aujourd'hui consacrent énormément de talents parce qu'ils sont capables de les faire venir et de les payer très cher et de leur faire des choses très intéressantes. Un think tank qui n'a pas de moyens n'a pas de moyens non plus d'attirer les talents. J'imagine qu'il y a de superbes talents au départ parce qu'ils sont en train de faire leurs recherches et leur doctorat et autres, mais au bout de 2-3 ans, j'imagine que c'est très difficile de les garder parce qu'il faut qu'ils vivent. Donc, avoir un pied, je pense, dans le Conseil et dans les cas, comme ça se fait aux États-Unis, me paraît indispensable, parce que c'est ça qui permet d'avoir toute cette matière première, mais aussi d'avoir le temps, le recul, pour faire en sorte de tirer toute cette matière première pour de la réflexion à plus long ou moyen terme, et pour faire ce travail de réinvention dont nous avons tous besoin, public, privé et tous les acteurs. Je vous remercie. Yeah. Thank you very much. Very insightful thoughts. And I wanted to get you to maybe give some more reflections on having a foothold on the board, being part of the strategic element of the thinking, because that is where all the ideas come from, which was what you were saying. That. And secondly, just for you to say something, address one of the issues that came up, that the think tanks have a huge elephant in the room, which is the
relevance, and the independence. So if they collaborate at that level, how do they mitigate their, reputational risk along that lines? So I don't know if you can just shed one or two, lights on those. So how do the think tanks mitigate their reputational risk by forming those alliances right at the top, as you are recommending? Yeah. Bon, moi je crois qu'effectivement, j'entends beaucoup cette question de réputation. Le premier risque n'est pas un risque de réputation, c'est un risque d'utilité. Il faut être utile. Pour être utile, il faut faire des choses dont le secteur privé et le secteur public ont besoin. Sinon, on n'est pas utile. Être dans son coin, faire de super réflexions que personne n'achète et garder sa réputation, ça n'a aucun intérêt. Donc, premièrement, il faut être utile. Sur quoi vous travaillez? Et ce n'est pas la première question. La première question, c'est de quoi les autres ont besoin et comment travailler là-dessus. La deuxième chose, c'est que, en tout cas, moi, on s'en rend compte au niveau du Conseil, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a des clients qui achètent notre travail. Et de ce fait, on a une énorme obligation de confidentialité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre dehors parce qu'il y a des clients qui ont payé cela et c'est à eux que ça appartient. Notre grande difficulté, en réalité, c'est celle-là. Comment partager du savoir avec tous en partageant une information qui a été payée par certains et qui leur appartient? Notre problème de réputation, nous, elle se pose comme ça. Ce n'est pas une question de est-ce que ce qu'on va dire, on va dire que tel ou autre l'a acheté, parce que le savoir qu'on accumule dans ce genre de mission, y compris celle payée par le privé, est un savoir extrêmement utile pour tout le monde. Et quand on parle dans ce genre de conférence, on ne vient pas pour défendre un agenda caché ou pour défendre tel ou tel privé. On est tous africains, on est tous dans cette bataille pour développer l'Afrique. Et je crois que la question de la réputation est vraiment une question d'intégrité personnelle. Mais au-delà de ça, la question c'est comment on accumule un savoir utile et on l'accumule en travaillant, entre autres, beaucoup pour le privé, parce que c'est entre autres là qu'il y a énormément d'une partie de la problématique, en travaillant pour des gens comme Bagoré, dans sa filière, en travaillant pour le secteur public et en faisant le pont entre les deux. Et l'autre question derrière, c'est maintenant, à partir de toute cette matière première, créer des instruments qui permettent de prendre un peu plus de recul, de partager ce savoir au-delà de ceux qui l'ont acheté. Mais en réalité, même les privés aujourd'hui ne demandent rien d'autre qu'un plus grand partage, souvent de ce savoir, parce que leur souci, c'est d'avoir en face un secteur public qui a le même niveau de vision stratégique sur les besoins, sur les enjeux. Donc, ce problème de réputation est moindre. En réalité, je pense qu'on le pense. Nous sommes tous, je pense, des citoyens honnêtes. On a tous un peu les mêmes, les mêmes défis. Et pensons sur comment être utile. Je pense c'est plutôt que comment être intègre ou comment ne pas se faire acheter par le privé. Cette question est, je pense, est de moins en moins relevant parce que c'est le privé qui est capable de financer malheureusement la réflexion. Il faut faire financer par le privé une réflexion publique utile. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'll go on to Mr. Mansour Kama to hear your thoughts. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les initiateurs de cette rencontre. Et je suis ici, disons, en qualité de président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, donc patronat. Je ne répondrai pas en tant que
investisseurs et chefs d'entreprise. Je vais plutôt avoir une démarche un peu plus globalisante. Et je vais commencer déjà par vous provoquer, messieurs les penseurs. Quand on a entendu tout ce qu'on a entendu, on peut se poser la question de savoir à quoi servent les think tanks. Parce qu'on entend bien d'un côté que vous posez le problème et vous êtes revenu très souvent sur la question du financement. Ensuite, vous avez posé la question de l'utilité de votre intervention dans le secteur économique et même social. Et vous entendez les chefs d'entreprise aussi qui vous disent, au fond, qui vous connaît, qui est au courant et qui est informé de ce que vous êtes en train de faire et de vos productions. Je crois que nous sommes très peu d'initiés, entre guillemets, à pouvoir dire que nous travaillons avec les think tanks. Bon, j'ai eu la chance, peut-être en tant que président du patronat et avec la proximité des universités et les passerelles qu'il y a entre le patronat et les universités au Sénégal, d'avoir approché la question de cette réflexion qui sort des think tanks et par ailleurs aussi dans le cadre de nos relations avec le gouvernement. Il y a un exemple de think tank qui est public peut-être, mais qui, au moment où il a été créé, a ouvert une porte au secteur privé. Et sa gouvernance a été une gouvernance publique-privée. Le directeur général est en face de moi, c'est le CEPOD. Mais l'expérience du CEPOD montre bien que la plupart des réformes qui ont été initiées au Sénégal l'ont été quelque part parce qu'il y a eu une confrontation d'idées entre les fonctionnaires qui étaient membres et qui sont membres de ce CEPOD et les représentants du secteur privé pour essayer d'abord de mettre en avant la nécessité d'approfondir certaines questions dans le domaine économique et pour l'autre, bien sûr, de pouvoir servir des rapports aux gouvernants pour leur permettre d'agir en conséquence et de pouvoir initier des réformes importantes, non seulement pour le développement du secteur privé, mais de manière générale pour l'économie. Mais quels ont été les obstacles, et je parle sous le contrôle du directeur général, c'est que d'abord, la question du financement s'est posée, puisqu'effectivement c'était un financement qui aurait dû être public, qui ne l'a pas été, mais qui a été un financement beaucoup plus de ce qu'on pourrait considérer comme les partenaires au développement ou des bailleurs de fonds, avec les limites que cela suppose. Parce que quand l'État ne met pas les moyens qu'il faut et laisse les partenaires au développement mettre ces moyens, il y a un problème qui est posé déjà pour la pérennisation de l'instrument. Il s'y ajoute aussi que si la question est soulevée, si le think tank est un think tank public, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour servir simplement la cause, j'allais dire, du secteur public. Les limites dont j'ai parlé provenaient beaucoup plus de la volonté politique de mettre en œuvre les propositions qui étaient issues des travaux que de la consistance de ces travaux. Parce que les travaux étaient, et je crois, demeurent encore des éléments très importants. Le vécu que je tire de cette expérience, c'est que le dialogue public-privé et ce partenariat public-privé, s'il est inscrit au sein d'un think tank, même s'il est public, peut donner des résultats à condition que la mise en œuvre fasse partie aussi du programme global et qu'il ne soit pas complètement détaché de ce que la stratégie, j'allais dire, politico-économique d'un pays fait pour éviter que les réformes, même les plus dures, soient menées. Donc je crois que cette question mérite d'être adressée pour bien comprendre que les entreprises ou les chefs d'entreprise attendent
d'abord de l'État, à travers ses démembrements, un partenariat pour la mise en œuvre de réformes qui permettent au secteur privé, qui permettent aux entreprises de se développer, et non pas de se retrouver simplement comme des faire-valoir pour justifier qu'il y a un partenariat public-privé ou un dialogue, mais que ce dialogue n'est pas productif. Ensuite, bien sûr, on s'est posé la question de savoir, au fond, à travers les passerelles que nous avons bâties avec les universités, il y a aussi des institutions universitaires qui ont servi de passerelles. Ça a été le cas du CREA, qui est devenu CRES, où le dialogue avec les universitaires a permis aussi de mieux prendre en charge des questions qui sont des questions du secteur privé. Mais pour autant, il demeure la question, j'allais dire, perpétuelle, d'une prise en charge des résultats et d'une meilleure connaissance par le secteur privé des travaux que vous êtes en train de mener. Et toute la problématique va résoudre, à mon avis, va du moins reposer sur comment faire droit au fait que la mission publique du think tank est une mission qui est pour tout le monde. Ensuite, que ce think tank prenne en charge à travers sa composition, sa gouvernance, justement le secteur privé pour pouvoir aller de manière plus concrète vers la solution de ces questions auxquelles nous sommes confrontés. Il sera très difficile de voir en Afrique, et en tout cas au Sénégal, un chef d'entreprise qui veut faire un projet, qu'il soit industriel ou agricole, aller voir un think tank. Il va passer par un cabinet, et Victor avait raison. C'est peut-être ce cabinet qui ira, dans le cadre de sa recherche documentaire, aller voir quels ont été les résultats qui ont été produits par ce think tank. Alors, il faut donc peut-être qu'on réfléchisse sur cette idée de plateforme. Mais quand on dit plateforme, il faut évidemment que nous puissions veiller à ce qu'il y ait un certain nombre d'équilibres dans ces plateformes et qu'on sache, au fond, de quelle recherche nous parlons. S'agit-il d'une recherche tout à fait universitaire et qui puisse satisfaire les intellectuels? Parlons-nous de recherche-développement? Parlons-nous de recherche appliquée? C'est tout un ensemble de choses qui finissent un peu par poser la question d'une spécialisation. Mais je répondrai en tout cas en disant que pour nous, les chefs d'entreprise, il faut organiser cette relation entre le secteur privé à travers ses propres organisations, puisque ce sont les organisations du secteur privé qui permettent d'encadrer cette relation avec des structures qui sont organisées comme les structures de think tank ou la plateforme de think tank. Maintenant, qu'une entreprise veuille mettre des ressources financières à la disposition de think tank dans le cadre d'une recherche plus globale, c'est tout à fait possible. Il y a des chefs d'entreprise en Afrique qui le font et qui sont capables de le faire. Je ne veux pas aussi qu'on pense que c'est la RSE qui va permettre de prendre en charge cette question. Je ne le crois pas. Parce que la RSE reste quand même du domaine, j'allais dire, individuel au niveau des entreprises. Elle contribue bien sûr pour une large part à leur image au sein de leur environnement. Utiliser la RSE pour faire de la recherche me semble peut-être quelque chose qui risque d'être très problématique. Par contre, qu'il y ait une plateforme et dans laquelle les organisations patronales se retrouvent, parce que c'est leur rôle, et d'encadrer cette relation avec les think tanks peut, à mon avis, être plus productif et peut-être déterminer les contributions qui pourraient venir du secteur privé, mais qui puissent aussi permettre d'orienter vos travaux, d'orienter vos recherches vers les besoins du secteur privé, vers les besoins des entreprises, pour que les gens puissent comprendre que cette contribution financière est un investissement. C'est vrai, nous sommes à la recherche du profit, sinon nous ne serions pas des chefs d'entreprise. Et comme nous sommes à la recherche du profit, il faut qu'on accepte, au-delà
de ce qu'on peut dire que ce fonds que nous mettrions à la disposition des chercheurs est un investissement, et comme tout investissement, c'est pour qu'il soit à la base d'un profit. Voilà ce que je voulais juste ajouter à la réflexion qui est en train d'être menée. Yes. Yeah, very, very insightful. From what I've heard so far, I think there is an imaginary wall between the private sector and the think tanks, which is just imaginary, because what we are saying here depicts the fact that there is some commonalities amongst between the two entities, and how we can address this is to start off with a dialogue, have some form of forum, some form of collaborative instrument that will bring the two entities together to help them share their ideas and understand what each entity does. This is what I'm hearing, and I wonder why there's been this imaginary wall. Then, if there is the need, from both sides to feed off from the expertise, from each other. So that is something I'm sort of grappling with. Who is going to take the first step to organize this collaborative or forum? Can we see how we can have a first step in doing this, so that we are not just having, a talk shop here, but leading it with some form of a clear roadmap in achieving our solutions. So just before we round up, I just want clear guidelines as to if we wanted to start off with a collaboration, if we wanted to start off with a forum to warm up with each other, how do we start that? It goes to anyone on the panel. I've been told I need to wrap up this session. I wanted to open it up for some thoughts on the floor, but unfortunately I can't. So I just want to see if we can have some clear roadmap in terms of, fusing this collaboration. Yeah, so I'll start off with Mr. Kama, and then Oui, comme please ça, be brief. Yes, comme ça, thank you. je vais plus intervenir. Je crois que la question est importante, mais ce matin, en venant ici, évidemment, on espère qu'on ouvre la voie à peut-être un peu plus de consistance dans la relation entre le secteur privé, le secteur public et les think tanks. Mais je crois que l'initiative doit partir des think tanks. C'est elles qui doivent créer les conditions de l'approfondissement de ce dialogue. Le dialogue existe, en tout cas, je ne connais pas l'expérience de certains pays, mais au Sénégal, j'ai cité 2 exemples qui montrent bien que les organisations du secteur privé dialoguent avec des think tanks, qu'ils soient publics, ou j'allais dire même mixtes, mais l'initiative, de mon point de vue, doit venir de votre côté pour nous inviter à discuter de la manière dont nous devrions organiser nos relations. Et peut-être, c'est ce qui permettrait de mettre en place cette plateforme. Je crois que la plateforme, elle est essentielle, puisqu'elle va quand même réunir les acteurs avec des chercheurs, et c'est peut-être qu'à partir de ce moment-là qu'on peut définir cette roadmap, et ensuite que au niveau de chaque pays, mais au niveau de la région, parce qu'il y a beaucoup de thèmes sur lesquels nous avons besoin que les chercheurs agissent. L'intégration économique, par exemple, le marché commun africain ne peut pas être simplement une chose, je donne cet exemple, qui vient de nos politiques. Qu'est-ce que concrètement nos chercheurs et nous-mêmes identifions comme obstacle pour pouvoir faire avancer des projets de cette nature qui sont importants pour l'Afrique? Il y a tellement de questions sur lesquelles la recherche devrait plus s'orienter, et je suis d'accord avec le professeur Diagne lorsqu'il parle de recherche endogène.
On a trop souvent eu l'impression que nos chercheurs, et je terminerai là-dessus, obéissent beaucoup plus à des standards, entre guillemets, occidentaux, qu'à des standards qu'ils devraient créer eux-mêmes pour mesurer les performances de nos économies et pour voir comment apporter les bonnes réponses. Nous sommes là pour développer nos pays. Le privé n'est pas opposé au public, au contraire. Le privé agit tous les jours, même le thème de l'inclusion, je suis de ceux qui pensent que nous sommes dans l'inclusion bien avant que les gouvernements n'en parlent. M. Bathily tout à l'heure parlait de la place que peut occuper une entreprise dans une région. La filière du lait, que je connais très bien, mais il a raison. Dans le secteur agricole, les questions d'inclusion sont permanentes lorsqu'on soulève la question de nos grandes exploitations avec les exploitations familiales. Donc c'est tout cela, je pense, que les think tanks devraient beaucoup plus prendre en charge que peut-être de satisfaire les grands standards qui peuvent venir de Davos ou de je ne sais quelle autre rencontre internationale. Yeah, very impressive. I will take one from a think tank, and then, yeah, okay. Je crois qu'on a un environnement qui peut aider à résoudre cette question qui a été soulevée. Puisque déjà, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de relation entre think tank et secteur privé. Je peux donner quelques exemples. Lorsque nous voulons, par exemple, lancer des recherches d'envergure, nous incluons toujours le secteur privé dans cela. Un exemple, c'est que quand on a voulu lancer notre projet sur emploi des jeunes et migration en Afrique de l'Ouest, le secteur exécutif de la CNES a été un acteur très important dans cela parce que nous savions que les idées du secteur privé pouvaient aider à orienter les chercheurs. Donc, il y a cela. Ce qu'il n'y a pas, c'est ce dialogue dont on parle où il y aurait des entités, des think tanks qui travailleraient avec le patronat, par exemple. Et je pense que le contexte est favorable. Par exemple, au Sénégal, nous avons conduit récemment une étude sur les think tanks du Sénégal. L'étude va être partagée. Et l'idée, c'est qu'au-delà de l'étude, c'est d'essayer d'organiser les think tanks pour que les think tanks travaillent ensemble d'abord au niveau du Sénégal. Et si nous réussissons à arriver à ce niveau-là, cela va faciliter le dialogue entre les think tanks et le patronat. Et je pense que ce que le président de la CNES a dit tout à l'heure est une opportunité dans ce cadre-là. Pour l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, nous avons une autre opportunité. Dans 2 jours, les think tanks de l'Afrique de l'Ouest vont se réunir pour reprendre Watnet, qui est un réseau de think tanks africains de l'Afrique de l'Ouest. Là, c'est une excellente opportunité aussi d'avoir ces think tanks qui pourraient travailler avec le patronat et le secteur public, mais au niveau Afrique de l'Ouest, pour pouvoir aussi faire avancer la réflexion et la collaboration au niveau ouest africain. Donc, 2 opportunités, à mon sens, qui peuvent permettre de résoudre cette question et d'avoir ces plateformes dont on a parlé. Thank you very much. Thank you. I wish we could go on and on, but our time is up. So I must thank our panelists for the insights and the knowledge you've shared with us. Thank you very much. Thank you very much. Please, we move on to the second session, which is the presentations. Please, if you are on the program to make a presentation, please come up, and we need to finish by 11:30. So. Professor Abdoulaye Sakho, is he here? Is he here?
Mr. Mubarak Lo. Come. No. Okay, Mr. Babaka Ndiaye. We have two Babaka Ndiaye. Yeah? Ndiaye, yes. Please, if you can make your presentation. You don't have? Okay. Okay. You have a back end, okay, so you don't have a presentation, that's fine. And so maybe it will be just you. Mr. Diem? Diem? Oh, yes, oui. Good. So am I missing the three or? Yes, Prof. Sen. Prof. Sen, he's here? Okay, thank you. Thank you. That's it? Okay, thank you. Thank you very much. And I think this session, we would want to have a look at the development of national champions in competitive industries and attracting FDIs. We have 30 minutes for this. I will start off with a few introductory remarks and your view on the topic. And if we have a bit of time, I think we are not that many here, so we can get a quick reaction from the audience. Okay, so I'll start with you, sir. Yeah. Yeah. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais traiter du thème portant sur le rôle des marchés financiers dans le financement de l'émergence des pays donc, africains. Donc, il y a normalement une présentation qui devait porter sur les champions bancaires. Donc, notre présentation étant en réalité donc, un complément de ce que le professeur Sakho donc, devait donc, développer. Donc moi, je vais partir donc, de l'intégration financière qui est aujourd'hui quand même un phénomène qu'on observe un peu partout dans le monde. Je vais citer quelques exemples d'intégration qui ont pu quand même marcher dans le cadre donc, de la création de marchés financiers de grande envergure. Au niveau international, nous pouvons citer le cas de la zone euro avec Euronext sous l'influence donc de la monnaie unique, qui a par la suite fusionné avec la bourse de New York. Le marché eurobond, qui est aujourd'hui un marché international où tous les pays du monde quasiment peuvent avoir accès, qui est une forme d'intégration au niveau international. Dans le cadre de l'UMOA, la bourse régionale des valeurs mobilières, qui est un exemple aussi d'intégration. L'UMOA avec l'agence UMOA Titre que la BCAO a créée pour aider les États à mieux structurer leurs émissions de bons du Trésor et d'obligations donc, du Trésor. Donc il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qu'on peut citer donc, en matière d'intégration donc, financière au niveau international. Compte tenu des forts besoins de financement des économies des pays africains, l'intégration des marchés financiers devient quand même une nécessité. Aujourd'hui, partout en Afrique, sont mis en œuvre des plans d'émergence. On en a discuté depuis jeudi.
programmes d'industrialisation, infrastructures publiques, accès à la technologie. Ce qu'on constate en général, c'est que les secteurs bancaires et les marchés financiers nationaux ont une marge très limitée pour pouvoir financer ces besoins donc, de financement. Toutefois, quand même, le continent dispose de plus de 600 milliards de dollars US de réserves placées hors Afrique, selon une étude de l'AFMI. Bon, je salue au passage les efforts que la Banque africaine de développement est en train de mener pour essayer de fédérer les marchés financiers donc, nationaux à travers l'AFMI, qui est l'initiative donc, des marchés financiers au niveau donc, africain. Une solution pour l'Afrique est de redrainer cette épargne vers son système financier pour pouvoir financer non seulement donc, les programmes de développement des États, mais aussi donc, les besoins de financement donc, des entreprises. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons besoin donc, de champions nationaux qui aussi auront besoin d'accéder donc, à des financements importants. L'intégration des marchés financiers permet aux États de faire des levées de fonds pour le financement donc, de ces infrastructures. La preuve, ces dernières années, comme nous l'avons constaté, les pays africains, pour financer leur développement, ont dû quand même recourir au marché financier international, notamment le marché des euro-obligations, qu'on appelle aussi eurobonds, dans un contexte de faiblesse des taux d'intérêt. Ça veut dire que les pays africains, aujourd'hui, vont faire une demande de financement donc, au niveau d'un marché financier qui est intégré au niveau international, qui est le marché donc, des eurobonds. Dans tout ce processus quand même d'intégration des marchés financiers, les banques ont un rôle important à jouer. Donc le financement bancaire et le financement par les marchés financiers restent quand même assez complémentaires. D'autant plus que quand vous regardez les émissions qui sont effectuées sur le marché international par les pays africains, notamment les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud, qui ont accès donc au marché international, ce sont les banques, les grandes banques qu'on peut considérer en réalité comme des champions qui sont donc à l'origine du financement. D'où l'importance d'avoir cette complémentarité entre donc, les banques et les marchés financiers en général. Donc, en moralité, donc, par rapport à ce que nous venons donc, de développer, il est nécessaire aujourd'hui, au niveau africain, c'est vrai, dans le débat, on nous parle beaucoup de l'intégration monétaire. L'intégration monétaire, l'intégration économique, ce sont des formes d'intégration qui sont très importantes. Mais l'intégration financière, quand même, peut permettre aujourd'hui à nos États de pouvoir financer donc, ces programmes d'émergence. D'où l'intérêt aujourd'hui de tenir compte de cette dimension au niveau de la réflexion. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much for your presentation. I have a quick question, just to satisfy my curiosity a bit. In terms of the interest rates in our region, they tend to be prohibitively very high. And one of the reasons given is that the capital requirements of the banks are not that large. So the single obligor, which they have, is not enough to fund big projects. That is one. And two, the credit referencing of the individuals or their clients is somehow non-existent. So then they spread the risks amongst those who can afford. And this is why we have high interest rates, which is inhibiting markets, is inhibiting trade and other issues. And the second one is the financial markets you mentioned. I did not hear anything about the commodities trading, because we are entirely in commodities. If you look at most of the African trades, what we do is essentially commodities. How do we encourage commodities trading on the continent so that we can do some forwards for our farmers
give them that opportunity to forward hedge their products, make it inclusive, and get others in the continent to also be part of these things. So two things. One, how do we help to make the interest rates a bit affordable in terms of the two elements that I've just mentioned? And two, in terms of financial markets, yes, we go out for the Euro bonds and all that, but how do we also improve our national or regional aspects in terms of the commodities trading amongst us? Do you have any thoughts on that? Voilà. Merci beaucoup pour ces questions qui sont très pertinentes. Donc, par rapport à la première question qui porte sur les taux d'intérêt, comme vous le savez, au niveau du marché bancaire, du marché financier, souvent il y a les questions d'asymétrie d'information qui se posent. Donc les clients souvent aussi ne jouent pas le jeu de l'information. Donc vous avez entendu parler des clients avec les fameux 3 bilans. Donc le bilan pour la banque, le bilan pour le fisc et le bilan pour le conseil d'administration. Le véritable bilan, généralement, il est gardé au niveau du conseil d'administration. Donc, compte tenu quand même de ces problèmes d'asymétrie d'information qui sont quand même assez importants, ça pose le problème des taux qui sont quand même assez importants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut que les choses marchent, c'est vrai, les banques doivent jouer le rôle, mais aussi il faut que les entreprises et les clients de façon générale aussi jouent le rôle de la transparence au niveau de l'information financière. Dans les pays de l'UMOA, il y a quand même des programmes qui ont été mis en place pour accompagner le dispositif de financement par la BCEAO, notamment avec la mise en place des bureaux d'information sur le crédit. Donc il y a un bureau d'information qui a été habilité dans les pays de l'UMOA qui s'appelle Crédit Info Volo, qui normalement doit aider aujourd'hui les banques à pouvoir faire face aux problèmes d'asymétrie d'information. Mais pour que ça marche, il faut que les clients puissent jouer le rôle, c'est-à-dire jouer le jeu de la transparence. C'est vrai, par rapport maintenant à la deuxième question, ces dernières années, on a vu, certains États font des émissions sur le marché international. Donc, j'en ai cité quelques-uns pour financer ces grands projets d'investissement. Leur accès à ces marchés est généralement a été permis par ce qu'on appelle la notation financière dont ils font l'objet. Donc c'est généralement les États qui ont quand même de bonnes notes ou qui ont quand même des notes qui sont acceptables. Bien entendu, nous savons bien que la plupart des États africains sont des speculative grade, d'après les notations des grandes agences, les 3 agences, S&P, Moody's et Fitch. Mais ces États quand même parviennent à faire des levées de fonds dans un contexte où les taux d'intérêt sont très bas. Parce que n'oublions pas, avec les politiques monétaires non conventionnelles menées par les grandes banques centrales du monde, comme la Fed, la Réserve fédérale et maintenant la Banque centrale européenne, dans un contexte de taux d'intérêt très bas et dans un contexte même de taux d'intérêt négatif parfois, donc ça a permis à nos pays africains de pouvoir profiter de ce contexte-là pour pouvoir accéder au marché financier international. Donc les entreprises qui font de l'exportation et autres aussi doivent se mettre aux normes internationales pour pouvoir accéder au marché international. Mais il y a toujours des obstacles qui sont liés quand même aux négociations commerciales internationales. On a vu ces derniers temps avec la montée de l'extrémisme dans certains pays, on a vu certains pays quand même mettre en place ce qu'on appelle des politiques protectionnistes et qui peuvent être quand même ce qui peut être quand même un frein au développement du commerce de nos pays. On a vu à un certain moment donné un pays comme la Chine a eu des excédents énormes de réserves, de change, d'autant plus que même à un certain moment donné, on a vu que un pays comme la Chine était même admis au niveau du Club de Paris comme membre. Donc c'est des excédents énormes. Mais avec ces excédents énormes, ces derniers temps maintenant, on a le protectionnisme qui commence à monter au niveau international et qui peut entraîner un blocage, même pour nous en tant que pays africains. Voilà, merci.
Merci. Thank you very much. Okay. I want to move on to, I'm sorry I have the names a bit mixed up on my program, so you need to introduce yourself to me when you speak. Very sorry. You're okay. You're talking about inclusiveness. Yes. Yes. This is very relevant. Could you give us your view on how to make the emergence agenda inclusive? Please. Thank you. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par là où mon collègue Sen a fini, en parlant plus ou moins de la question de la promotion des champions nationaux. Alors, la problématique fondamentale, effectivement, se situe par rapport à la question de la redistribution même des fruits de la croissance. Parce qu'effectivement, quand on veut promouvoir le privé national, le point fondamental, c'est quelles sont les stratégies et les voies et moyens que les États doivent mettre en œuvre pour redistribuer la croissance qui a été créée, en partie. Donc, c'est une croissance nationale qui doit être partagée au niveau du privé particulièrement. Alors, pour développer mes propos, je pars d'une expérience simple que j'ai eu à avoir en ayant l'opportunité de rédiger effectivement les rapports finaux à la fois du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Donc je vais plutôt partir d'une approche comparative donc, par rapport à ces deux pays-là, de leur expérience, de leur étude et évaluation sur le MAEP. Le MAEP, c'est le rapport africain d'évaluation par les pairs, qui a été mis en œuvre dans le cadre de l'Union africaine, accompagné par la Banque mondiale, pour permettre à ces pays, n'est-ce pas, non seulement d'évaluer leurs projets de développement, mais aussi de se faire évaluer entre eux pour aller vers une dynamique d'émergence. Je pars uniquement des agrégats macroéconomiques pour montrer que malgré effectivement la ruée vers les chiffres concernant le PIB, malgré les richesses à la fois naturelles et autres dans le continent, ces deux pays particulièrement ont toujours des difficultés du point de vue de la redistribution des fruits de la croissance et par conséquent la promotion des champions nationaux. En 2015, donc pour partir uniquement des chiffres venant donc, des instituts statistiques de ces pays-là, le Sénégal avait une population environ de 2014, de 14 millions, qui aujourd'hui avoisine les 17 millions. En Côte d'Ivoire, on était à 22 millions. Le taux de croissance aujourd'hui au Sénégal tourne autour de 6,9, alors qu'en Côte d'Ivoire, on est à 9,7, n'est-ce pas? Il y a même d'autres chiffres qui donnent effectivement 9,8%. On constate aussi que les pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont depuis bientôt 10 ans des déficits budgétaires, des dettes extérieures très très élevées, des dettes intérieures très très élevées, qui par conséquent créent ce qu'on appelle l'éviction de la dépense publique, dans la mesure où ce qui devait servir à financer les dépenses d'investissement, ce qui devait servir à financer des politiques de développement ne l'est pas. Et une bonne partie des finances publiques servent en partie à payer la dette et les services de la dette. Et par conséquent, quelques indicateurs sociaux donnent un aperçu très très clair sur cette problématique de la redistribution des fruits de la croissance. En 2015 toujours, le taux de mortalité infantile au Sénégal, particulièrement pour 1000 naissances, était de 41,7. En Côte d'Ivoire, 66,6. Le taux de pauvreté, toujours en 2011, pour reculer plus loin, au Sénégal était dans le rapport de 46,7%. En Côte d'Ivoire, 46%. Donc c'est quasiment la même architecture par rapport à ces pays-là. Et pour finir sur l'indicateur le plus représentatif, c'est l'indicateur de développement humain. Pour 2015, 2015-2016, le Sénégal était à 0,49
la Côte d'Ivoire 0,46, classant ces pays au-delà de la 170e place. Alors, comment dans ces conditions peut-on parler de la problématique de la redistribution et préconiser aussi des politiques de développement qui ne prennent pas en compte le cœur des problèmes dans ces deux pays-là particulièrement. En Côte d'Ivoire, on parle de PND 2012-2015. Aujourd'hui, ils sont au PND 2016-2020. Au Sénégal, on parle de plan Sénégal émergent dans l'horizon 2035. Même si les États font beaucoup d'efforts, bien sûr, hein, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, mais à mon avis, pas assez pour réduire le creuset, n'est-ce pas, par rapport aux difficultés rencontrées par les populations. Il s'agit aussi des crises sécuritaires, parce que aussi, qui parle de difficultés de redistribution, parle fondamentalement de la sécurité même interne, voire même extérieure. Malheureusement, on voit le cas de la Côte d'Ivoire, qui a, donc disons, des frontières avec 5 pays voisins. La difficulté extérieure est très très difficile à gérer, même au niveau interne. J'ai eu l'occasion de visiter Yopougon. On parle de microbes pour faire allusion aux jeunes qui sont en conflit avec la loi. Vous venez au Sénégal, c'est le même phénomène dans certains quartiers. Et particulièrement en Afrique subsaharienne, le même schéma est répliqué. Donc, cela repose sur quoi? Cela repose à l'occupation des jeunes, à la question du chômage et de l'emploi même, qui est liée en partie au questionnement par rapport à la redistribution des fruits de la croissance. Donc, on constate que par rapport à ces problématiques-là, les États ont encore d'énormes défis, d'énormes chantiers. Comme on parle d'émergence, il s'agit d'investir fondamentalement sur le capital humain qui doit jouer un rôle fondamental. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que dans ces pays particulièrement, les États ont investi beaucoup d'argent. Mais malheureusement, quand vous regardez la partie des dépenses de fonctionnement dans les universités, dans les écoles, instituts, ainsi de suite, vous voyez que les salaires occupent une place très très importante par rapport aux dépenses d'investissement, ce qui est paradoxal. Il s'agit aussi d'appuyer aussi un appui sur les infrastructures aujourd'hui. On a vu que dans le cadre du plan Sénégal émergent, le nouveau gouvernement a compris par rapport à ce qui a été fait. Une nouvelle ville se construit dans laquelle nous sommes. Là, effectivement, ça donne une opportunité à une partie de la population de sortir de la ville et de pouvoir profiter effectivement de plusieurs opportunités. Et je pense que c'est un cas qui doit être effectivement répliqué dans plusieurs villes africaines. Mais le paradoxe, c'est que dans le rapport que j'ai cité en amont, en prenant en compte ce qu'on appelle la gouvernance économique et la gouvernance socio-économique, en tout cas, les populations interrogées sur la qualité des infrastructures, particulièrement en Afrique, quand même, ont déploré le fait que, en général, les infrastructures ne répondent pas à la fois aux normes, mais et le taux de dépréciation est très très élevé. Ça se dégrade vite, n'est-ce pas? Et ça aussi, ça pose des problèmes sur la manière dont les marchés publics sont gérés au niveau de nos États. Et enfin, je disais tantôt la sécurité, hein, qui doit forcément jouer un rôle fondamental, même si aujourd'hui, comme mon ami Sen le disait, nous sommes tous keynésiens en reconnaissant que les marchés sont tout à fait déréglementés. Il faut qu'il y ait une intervention de l'État. Il faut reconnaître que la place de l'État gendarme dans une économie doit jouer un rôle fondamental. La question de la sécurité, la question du bien-être des populations, tant que cette question-là n'est pas prise à bras-le-corps, on tend, n'est-ce pas, vers des difficultés. Et cela se constate naturellement. Nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, tendent vers des élections présidentielles et on sent déjà les tensions. Et le creuset entre dirigeants et dirigés ne cesse d'augmenter. On peut se poser la question de savoir pourquoi cela. Simplement parce qu'effectivement, ceux qui sont, entre guillemets, au bas de l'échelle ne se sentent pas impliqués par rapport aux mesures prises, par rapport à une dynamique de croissance et par conséquent
par rapport à la promotion même des champions nationaux. Donc, c'est des questions qui sont étroitement liées et le fait que les pays développés ont réussi certains défis, n'est-ce pas, nous donne beaucoup d'idées sur les voies et moyens qui doivent forcément nous orienter sur les manières et les priorités même, n'est-ce pas, de la rigueur de la gestion administrative qui doivent nous permettre de tendre vers l'émergence. En tout cas, les problématiques sont là. Beaucoup d'études ont confirmé, n'est-ce pas, sur plusieurs aspects, quelles sont les recommandations à faire, mais malheureusement, nos États, comme ils sont dans une approche donc disons politicienne par rapport à leur mandat, ce qui peut en partie fausser, n'est-ce pas, le jeu et par conséquent créer donc disons des dysfonctionnements par rapport aux besoins même sociaux, n'est-ce pas, des populations qui doivent être le souci majeur même de nos politiques. Merci beaucoup. Thank you very much. I had a few follow-up questions, but because of our time, I think I'll just keep it. But the issues you have mentioned here in terms of the budget deficit, in terms of the Human Development Index, as well as the debt to GDP in terms of debt repayments, I think are common in most sub-Saharan African countries. The solutions you are espousing might be, transferable to these countries as well. But I had a few questions for you. We'll move on, and then if there is time, we'll come back to you. Okay. Yes, sir. Merci, Monsieur le modérateur. Je vais tenter d'illustrer un peu comment, en tant que think tank public, nous travaillons un peu pour prendre en charge en quelque sorte une mission qui d'abord a été d'accompagner l'État, pour dire exactement le ministère de l'économie, des finances et du plan, à s'ouvrir vers les autres acteurs, dans un premier temps vers le secteur privé et l'université, le monde académique, et ensuite, dans un second temps, vers la société civile. Nous essayons de faire cela en nous creusant un créneau entre le conseiller technique du ministre, qui est là, qui doit se donner des positions d'urgence sur des questions qui, au fur et à mesure qu'il émerge, et le monde de la recherche qui a peut-être toute la postérité, tout le temps pour travailler pour la postérité. Nous, on s'est posé d'abord la question de savoir comment on va travailler entre ces deux cas-là. Et ce qu'on avait trouvé, c'est qu'en fait, il nous faut autant que possible pouvoir travailler avec les résultats de la recherche qui sont disponibles pour adresser les problèmes qui sont posés. Et c'est ça que nous essayons de faire. Aujourd'hui, c'est peut-être une question qui est au long du jour, c'est effectivement ces champions nationaux. Ce que j'essaie de faire à l'instant, c'est de vous dire, en tant que secteur public ou bien secteur public, qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur cette question. Naturellement, nous essayons effectivement de servir un client qui est à profil divers. Entre le conseil technique et l'universitaire, naturellement, on a des obligations d'approche scientifique et il y a des obligations de résultats, que ce soit pour le public ou pour le privé. Pour ces questions de champions nationaux, naturellement, il faut voir d'abord qu'il y a des éléments de contexte. Ne serait-ce que dans le discours, il y a eu, on peut ne pas l'apercevoir, un glissement sémantique entre planification du développement et plan stratégique. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on est maintenant dans un monde de mondialisation. On a commencé avec la libéralisation, les programmes d'ajustement structurel et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que tous les acteurs, qu'ils soient facteurs publics, facteurs de production, quand les économistes parlent, ils parlent d'immobilité des facteurs,
mais on peut comprendre que même le facteur travail aujourd'hui est mobile dans l'espace, et même entre les secteurs, et il est même souhaitable, et je crois que les pays qu'on dit émergents aussi l'ont prouvé, que même nous autres, nous puissions être mobiles entre du public au privé dans les différents sens. Donc c'est une donnée qu'il faut bien considérer. Ensuite, il y a, tant qu'il y aura des nations et des élections, vous aurez des gens qui vont s'engager, nous le disons, entrepreneurs politiques, pour servir des besoins, qu'on peut résumer en termes de besoin de mieux-être des populations, qu'il va falloir prendre en charge d'une façon ou d'une autre, et en restant fidèle, disons, à l'évolution et des techniques, et des idées, et des ambitions, et des projets des uns et des autres, on peut considérer que, par exemple, aujourd'hui, il y a une tentative de consacrer tout cela, par exemple, avec un plan stratégique maintenant, qu'on ne dit plus un plan de développement, un plan de disons, planification de développement, un plan stratégique qui donne une vision avec des orientations et surtout des résultats plus ou moins immédiats. Et donc, aujourd'hui, ça a donné pour le cas du Sénégal un plan d'émergence où il y a une fonction importante, un axe important qui est la transformation de l'économie. Alors, quelle réflexion on peut faire pour transformer cette économie? Nous avons travaillé sur ces questions et nous avons posé que, parlant de champion, ça nous amène à poser la question, c'est quoi le rôle de l'État? Et bon, les libéraux purs diront que l'État n'a pas besoin d'intervenir, d'autres diront qu'effectivement il va falloir qu'il intervienne. Et ça va se donner quelle politique, qu'on peut même dire de façon générale, quelle politique industrielle. Étant entendu que politique industrielle peut simplement signifier toutes les formes d'intervention de l'État, disons, dans le jeu où tout le monde est présent. Guidant la régulation, les investissements, les orientations, tout cela peut être considéré. Et donc, pose la question, est-ce que l'État peut se permettre de choisir, ils disent speaking the winners, les champions, mais à ce moment, nous pensons que l'État ne peut pas rester tout à fait en dehors. Le mot qu'on peut trouver peut-être, c'est un mot d'accompagner, inciter. Et à ce moment, même quand on dit inciter, les libéraux nous disent, mais oui, il ne faut pas aussi que l'État se marie avec des gens qui ne font pas de performance. Donc, autant, quand on utilise l'argent, disons, d'un groupe d'individus, il faut effectivement, public ou privé, on a besoin de faire des résultats. Please round up. I think we have, yeah. Donc, rapidement, c'est cet aspect-là. Maintenant, le deuxième aspect, maintenant, c'est au niveau des champions, comment on peut arriver à ces champions-là. Problématique, donc. Nous disons que, effectivement, ces champions ont besoin d'intervenir dans le cadre d'une politique industrielle et d'une politique de l'État, pour simplifier, avec à l'État des leaders d'écosystèmes. Il ne faut pas seulement que ce soit des éléments qui, effectivement, ne puissent pas être appuyés par un fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème, qui lui puisse servir de bras armés pour une stratégie, tout en étant présent à l'extérieur, à l'international, parce que c'est là-bas qu'il faut pouvoir se rendre compte de l'évolution des opportunités et pour pouvoir travailler en interne avec les acteurs internes pour pouvoir savoir quelles sont les ressources humaines, les types de financement qui vont être adaptés, et les programmes d'éducation, de formation qui vont soutenir effectivement la formation de ces ressources. Et nous avons aussi retenu qu'ils doivent être des entreprises citoyennes, on a parlé de RSE, mais surtout dans le sens de prendre en compte l'aspect, la dimension aussi inclusive de l'ensemble de la stratégie. Donc, puisqu'il y a le temps, je peux m'en limiter à ça, en insistant sur le fait que c'est disons, un tir groupé qui peut bien permettre à ces champions d'être de vrais champions. Merci. All right. I have all my pointers telling me
finish. So I'll just take just 1 minute as a point of courtesy to introduce our last person. Just 1 minute. I have no minute at all, so just courtesy for you to say your name, where you're coming from, and that's it. Thank you. So I just have 1 minute to present my work on emerging economy. So I will do it in English. I'll be obliged to be very brief. The idea beside what we are doing is to try to differentiate between developing countries, because so far we have only two classes in the world. We have the developed country and the developing. So we have built an index, a synthetic index, using 4 dimensions. The first one is about inclusive wealth. We don't say growth, but growth is different, wealth. Number 2 is the economic dynamism. So you will have economic growth there, but within a sustainable macroeconomic framework. Number 3 is the structural transformation. And finally, we have the good integration in the world economy. So we have used 19 variables, and we have worked with 104 countries in the world and 45 in Africa. So at the end, we were able to go from 2 classes to 7 classes. Okay. So we have some countries like China who are pre-developed. Okay, thank you. Others emerge. We have the emerging economy, we have the pre-emerging, the potentially emerging, the aspiring to emerge, and finally, the underdeveloped countries. So thank you very much. Thank you. But the paper is available, so we can share it. Okay. We're done. Sorry about the time, and thank you so much, panelists, for your insights. Thank you so much. Okay, thank you.